Et si la réalité, celle que vous vivez tous les jours, n'était pas quelque chose que l'on observe passivement, mais une construction de notre propre esprit? Hmm. Et si des concepts aussi fondamentaux que l'espace, le temps ou même la causalité n'étaient pas des lois de l'univers, mais plutôt, disons, le système d'exploitation de notre cerveau? Des questions qui donnent le vertige et qui nous plongent directement au cœur du sujet d'aujourd'hui. Exactement. On s'attaque à un monument, la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant. C'est un de ces livres dont tout le monde a entendu parler, souvent catalogué comme illisible. Et pourtant, Et pourtant, il a littéralement tout changé. Notre façon de penser la connaissance, la science, la réalité, et même les limites de ce que notre cerveau peut comprendre. notre mission aujourd'hui, c'est un peu de déverrouiller ce texte. On va essayer d'en extraire les idées clés, de les rendre claires et surtout de montrer à quel point elles sont encore incroyablement pertinentes. Il s'agit de comprendre comment fonctionne l'architecte de notre expérience. Parfait. Alors, commençons par le début. Pourquoi Kant, au XVIIIe siècle, a ressenti ce besoin d'écrire un livre aussi colossal? C'était quoi le problème? Le problème, c'est que la philosophie était dans une impasse totale. Elle était divisée en deux camps qui se faisaient la guerre, pour simplifier. Ah oui. D'un côté, il y avait les rationalistes, comme Descartes. Pour eux, la vraie connaissance venait de la raison pure, de la logique. On pouvait, pensait-il, déduire le fonctionnement du monde en restant assis dans son fauteuil. Et en face? En face, les empiristes, comme Locke ou David Hume. Eux, ils disaient « Non, 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 toute connaissance vient de l'expérience, de nos sens. Si on ne peut pas le voir, le toucher, le goûter, alors ce ne sont que des spéculations vides. » D'accord, deux écoles, deux ambiances. Mais qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? C'est David Hume, un empiriste écossais particulièrement brillant et ténu. Il a pris une idée que tout le monde tenait pour acquise, la causalité. Le fait qu'une chose en provoque une autre. Oui, la base de tout? Et il a posé une question simple et dévastatrice. L'avez-vous déjà vu, la causalité? Attends. Bien sûr qu'on la voit. Si je vois une boule de billard en frapper une autre et la faire bouger, je vois la cause et l'effet. C'est évident, non? C'est une objection très naturelle. Mais Hume répondrait non. Tu vois un premier événement, la première boule qui bouge. Et puis tu vois un deuxième événement, la seconde qui bouge. D'accord. Ce que tu ne vois jamais, c'est la force, la connexion nécessaire entre les deux. Cette connexion, c'est ton esprit qui l'ajoute. Tu ne la perçois pas, tu l'infères par habitude. Ah oui, d'accord, je vois le problème. Si même la causalité n'est qu'une habitude de l'esprit, alors toute la science qui repose sur des lois de cause à effet s'effondre. Exactement. C'est une crise existentielle pour la connaissance. Et c'est là que Kant entre en jeu. Il lit Hume et c'est un électrochoc. Il écrira cette phrase célèbre « L'avertissement de David Hume interrompit mon sommeil dogmatique ». Le sommeil dogmatique. J'aime bien l'expression. C'était cette confiance un peu aveugle dans la raison. C'est ça. Hume l'a réveillé et Kant s'est posé la question qui est au cœur de toute son œuvre. Comment la connaissance est-elle possible? Si ni la raison seule ni l'expérience seule ne suffisent, sur quoi diable repose la science? Et la réponse qu'il apporte est tellement radicale qu'il la compare lui-même à une révolution astronomique. La révolution copernicienne, c'est l'idée la plus importante du livre. Jusqu'à Kant, toute la philosophie partait du même postulat. Il y a un monde extérieur et notre esprit doit s'y conformer pour le connaître. L'esprit est un miroir passif. Ce qui semble être du pur bon sens à première vue. Sauf que ça ne marchait pas, comme Hume l'a montré. Alors Kant, il retourne complètement la table. Il dit « Et si on essayait l'inverse ?» C'est-à-dire? Structure de notre esprit pour qu'on puisse les connaître. Oula, c'est une idée folle. L'univers se plierait aux règles de mon cerveau. Pas l'univers en soi, mais l'univers tel que nous en faisons l'expérience. C'est ça la clé. La métaphore de Copernic est parfaite. Vas-y. Avant, on pensait que le Soleil et les planètes tournaient autour de la Terre, et les calculs étaient un cauchemar. Copernic a dit « Et si c'était nous qui tournions autour du Soleil ?» Et soudain, tout est devenu plus clair. Et Kant fait la même chose. Exactement. Il place l'esprit humain au centre, non pas de l'univers, mais de l'expérience. L'esprit n'est plus un récepteur passif, c'est un organisateur actif. Ça m'évoque un peu la réalité virtuelle. Dans un casque VR, l'espace que j'explore, les objets que je vois, tout est généré par le logiciel, par le programme. C'est une analogie excellente. Kant, au XVIIIe siècle, a en quelque sorte décrit le hardware cognitif, le système d'exploitation qu'on utilise tous sans même s'en rendre compte, pour générer le monde qu'on habite.
Et ça nous amène à sa distinction la plus célèbre, les phénomènes et les noumènes. C'est ça? Exactement. D'un côté, il y a le monde des phénomènes. C'est le monde tel qu'il nous apparaît une fois qu'il a été traité, filtré et organisé par notre esprit. C'est la réalité de tous les jours. D'accord. De l'autre, il y a le monde des noumènes, ou ce que Kant appelle aussi la chose en soi. C'est la réalité brute, telle qu'elle pourrait exister indépendamment de toute conscience, de tout observateur. Donc, est-ce qu'il est en train de dire que le monde qu'on voit n'est pas réel? Qu'on est dans la matrice? Non, et c'est un point très important. Ce n'est pas du scepticisme radical. Kant ne dit pas que nos chaises ou nos tables sont des illusions. Elles sont réelles, empiriquement réelles, au sein du monde des phénomènes. D'accord, la nuance est importante. Ce qu'il dit, c'est que nous ne pourrons jamais, jamais savoir à quoi ressemble une chaise en soi, en dehors du cadre de la perception humaine. C'est ce qu'on appelle une humilité épistémologique. Notre connaissance n'est pas fausse, elle est fondamentalement humaine. On ne peut pas sauter hors de notre propre cerveau. Je vois. C'est vertigineux. Alors, si notre esprit est ce système d'exploitation, quels sont ses programmes de base? C'est quoi ces fameux filtres? Eh bien, les deux premiers sont tellement fondamentaux qu'on n'y pense même plus. L'espace et le temps. Comment ça, des filtres? L'espace et le temps sont bien réels. Ils sont là dehors. C'est le conteneur dans lequel tout existe, non? C'est notre intuition, oui. Mais Kant avance cette idée incroyable. Non, l'espace et le temps ne sont pas des propriétés du monde extérieur, ce sont des formes a priori de l'intuition. C'est-à-dire, en langage simple. Ce sont les axes X et Y de notre carte mentale, des structures innées de notre esprit. Nous ne faisons pas l'expérience du monde dans l'espace et le temps, nous faisons l'expérience du monde à travers l'espace et le temps. C'est difficile à imaginer. Mais essayez d'imaginer un objet qui n'existerait nulle part dans l'espace, ou un événement qui se produirait en dehors du temps. C'est impossible? C'est impossible. Votre cerveau ne peut pas le calculer. C'est la preuve pour Kant qu'ils ne sont pas des choses qu'on découvre dans le monde, mais les conditions préalables pour même percevoir un monde. C'est la lentille fondamentale de notre perception. D'accord, je vois. L'esprit met donc toutes les données brutes des sens dans cette boîte, espace-temps. Mais une fois que c'est dans la boîte, ce n'est encore qu'un chaos de sensations, de couleurs, de sons. Comment l'esprit transforme ça en un monde d'objets cohérents? C'est la deuxième étape du processus. Et pour ça, l'esprit a une autre boîte à outils, ce que Kant appelle les catégories de l'entendement. Les catégories, qu'est-ce que c'est? Ce sont des concepts purs, des règles de logique intégrées que l'esprit utilise pour organiser et donner un sens aux perceptions. Kant en a identifié 12. Par exemple, la catégorie de l'unité, qui nous permet de voir un ensemble de sensations comme une pomme. Ou la pluralité, j'imagine. Exactement. Et surtout, la catégorie de la causalité. Ah, on y revient. Donc la causalité que Jung ne trouvait pas dans le monde. Kant dit, bien sûr qu'il ne l'a pas trouvée dans le monde. Elle n'y est pas. C'est nous qui l'y mettons. La causalité est l'une des règles que notre esprit impose au réel pour le rendre intelligente. On est câblé pour voir le monde en termes de cause et d'effet. C'est puissant comme idée. Il y a une très bonne métaphore pour ça. Les données des sens, c'est de la peinture sur une palette. L'esprit, c'est l'artiste. Et le monde tel que nous le voyons est le tableau final. Les catégories sont les techniques de l'artiste, ses règles de composition, qui transforment des taches de couleur en un paysage qui a du sens. Ok, là on entre dans une partie qui a l'air un peu technique. Il parle de connaissances synthétiques a priori. Rien que le nom fait peur. Oui, on va décomposer ça tranquillement. Alors, analytique, si je comprends bien, c'est une vérité de dictionnaire. Tous les célibataires sont non mariés. Logique. C'est ça, ça ne nous apprend rien de nouveau. Et synthétique. C'est l'inverse. Quand on ajoute une information qui vient de l'expérience. Mon chien est bruyant. Pour le savoir, il faut que je l'entende. Parfait. On a aussi a priori, qui veut dire avant l'expérience, et a posteriori, après l'expérience. D'accord. Mais alors, comment quelque chose peut être à la fois synthétique, donc apporter une information nouvelle, et a priori, donc être connu avant toute expérience? Ça semble être une contradiction totale. C'est toute la magie de Kant. Et c'est la clé pour comprendre comment des choses comme les mathématiques ou la physique sont possibles. Prenons un exemple. 7 plus 5 égale 12. D'accord? Est-ce que c'est analytique? Non.
Le concept de 12 n'est pas contenu dans 7 ou dans 5. C'est une information nouvelle, donc c'est synthétique. Je suis. Mais est-ce qu'on a besoin de prendre 7 pommes et 5 pommes et de les compter à chaque fois pour savoir que ça fait 12? Non. On le sait de manière universelle et nécessaire, sans l'expérience. C'est donc a priori. Ah, d'accord. C'est une connaissance synthétique a priori. Et comment est-ce possible? C'est possible, parce que cette vérité ne décrit pas une propriété des objets dans le monde, mais une structure de notre esprit. Les lois des maths, comme les lois fondamentales de la physique du genre tout événement a une cause, sont vraies parce que ce sont les règles du jeu que notre propre raison impose au monde pour pouvoir le penser. Elles ne décrivent pas notre expérience, elles la rendent possible. Voilà, c'est le code source de notre réalité perçue. En définissant les règles et la puissance de la raison, il en dessine aussi les frontières. Et c'est là qu'il s'attaque à la métaphysique traditionnelle, non, Dieu, l'âme, le libre arbitre. Absolument. Après avoir construit ce magnifique édifice pour expliquer comment la science est possible, il se tourne vers les grandes questions métaphysiques et sa conclusion est brutale. C'est-à-dire, La raison pure ne peut rien en dire. Elle ne peut ni prouver ni réfuter l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme ou la liberté. pourquoi? Parce que ces concepts, par définition, se situent au-delà de toute expérience possible. Nos outils, l'espèce, le temps, les catégories, comme la causalité, sont conçus pour fonctionner dans le monde de l'expérience. Tenter de les appliquer à ce qui est au-delà, c'est comme essayer d'utiliser un marteau pour visser une vis. L'outil n'est pas adapté. Et quand on essaye quand même? La raison se met à bugger. Elle tombe dans ce que Kant appelle des antinomies, des contradictions insolubles. Par exemple, la raison peut produire un argument parfaitement logique pour prouver que l'univers a eu un commencement dans le temps. Et un autre tout aussi logique pour prouver qu'il a toujours existé. Exactement. C'est un peu comme quand on essaye de s'imaginer ce qu'il y avait avant le Big Bang. Le cerveau se met à fumer, il n'est juste pas conçu pour ça. Voilà. Kant dirait que ce n'est pas que l'une des réponses est fausse. C'est que la question elle-même est mal posée, elle est en dehors du champ de compétences de la raison. C'est une erreur de catégorie, comme demander quelle est la couleur de la justice. D'accord. Donc, après tout ce chemin, est-ce que Kant jette Dieu, la liberté et le sens à la poubelle? Pas du tout. Et c'est là que son raisonnement devient incroyablement subtil et élégant. Il ne ferme pas la porte, il la déplace. Il dit que ces grandes idées, inaccessibles à la raison théorique, celle qui veut connaître, Sont en revanche essentielles pour la raison pratique. exactement, celle qui nous guide dans nos actions, l'éthique. Il nous dit « Je ne peux pas prouver que vous êtes libre, mais pour vivre une vie morale, pour que le concept de responsabilité ait un sens, nous devons agir comme si nous étions libres. » Ce ne sont donc pas des objets de connaissance, mais des postulats, nécessaires pour pouvoir agir moralement. Postulat, c'est le mot exact. Il sauve ainsi la morale et la foi du scepticisme, non pas en les prouvant, mais en montrant qu'elles opèrent dans une autre dimension. Sa fameuse formule est « J'ai dû limiter le savoir pour faire une place à la croyance ». C'est fascinant de voir à quel point tout cela résonne aujourd'hui. D'un point de vue purement psychologique, il anticipe les sciences cognitives de plus d'un siècle. L'idée que l'esprit construit activement la réalité est au cœur de la psychologie moderne. Spirituel, le message de Kant est une immense leçon d'humilité. La vraie sagesse, ce n'est pas de tout savoir, c'est de connaître les limites de son savoir. Et d'un point de vue existentiel, ça nous met face à une grande responsabilité. Si le sens n'est pas juste là à découvrir et si la certitude nous est refusée, alors c'est à nous de le créer. C'est ça. Le sens émerge de nos choix, de nos actions morales, pas d'une connaissance froide et objective. C'est le grand héritage de Kant. Si on devait résumer les points absolument essentiels à retenir de ce voyage, quels seraient-ils? Premièrement, l'esprit n'est pas un miroir, c'est un projecteur. Il façonne activement notre expérience. Deuxièmement, la réalité en soi nous restera à jamais inaccessible. Troisièmement, l'espace et le temps sont des cadres de notre esprit, pas du monde. Et le plus important peut-être, la connaissance a des limites. Et reconnaître ces limites n'est pas un échec, mais la plus haute forme de clarté intellectuelle. À notre époque, submergée d'informations, où l'on est tenté de croire que la science peut tout expliquer, cette leçon semble plus vitale que jamais. C'est une boussole. Kant nous apprend une forme de rigueur et d'humilité. Il nous rappelle que savoir où la raison doit s'arrêter n'est pas un signe de faiblesse, mais la condition même de la sagesse. En fin de compte,
Kant ne nous a pas dit ce qu'est la réalité. Il nous a montré comment nous la construisons. Et ce faisant, il nous a offert un cadeau immense, la libération de l'illusion, le respect du mystère et la responsabilité de créer nous-mêmes du sens. Parce que la véritable illumination n'est pas de tout savoir, c'est de savoir où la raison doit s'arrêter.